La suite du 16h, panne géante, train annulé ou en retard, le réseau ferroviaire français est-il encore à la hauteur? On se pose la question après la nouvelle pagaille survenue hier à la gare Montparnasse. Alors à qui la faute? Le patron de la SNCF Réseau en tout cas a été convoqué ce matin au ministère des Transports. On en parle avec Stéphane Baudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de Courcouronnes et vice-président de la région Île-de-France en charge des transports. Bruno Gazeau, bonjour. Bonjour. Président de la Fédération nationale des usagers des transports et Renaud Pila est également avec nous. Bonjour. Comme chaque après-midi, bonjour. Nous à Montparnasse, donc le trafic a totalement été interrompu hier après-midi à partir de 13h30. Le trafic n'a pu reprendre que tôt ce matin, mais ça a été compliqué encore dans la matinée. C'est ce que nous voyons avec Mathieu Poissonnet. Dès 7h ce matin, la gare Montparnasse est prise d'assaut. Des milliers de passagers attendent de quitter Paris. Merci de votre compréhension. Selon la SNCF, le trafic est de nouveau normal. Mais sur place, cela semble compliqué pour les voyageurs. On cherche un train et dès qu'on peut, on y va. Le départ est retardé de 10 minutes, et puis de 20 minutes, et puis de 30. On en est à 40, on pense qu'on en a pour 1h30. Voilà, c'est juste insupportable. Les trains ont du retard, les places assises sont rares et les passagers se serrent dans l'entrewagon. On n'a pas réservé, on n'a pas pris de place. On est avec nos places d'hier. On va pas les embêter avec le contrôle, voilà, s'ils n'ont pas le bon billet. Ben voilà, c'est pas un jour comme les autres. Hier soir, autour de 20h, la gare Montparnasse est à l'arrêt. Les rares voyageurs présents désespèrent de trouver un train. La gare ferme à 1h du matin, donc je vais dormir dehors. Et en me disant, mais quelle solution vous avez à me proposer? Ils m'ont dit, écoutez, nous on n'en a pas, et c'est à vous d'être prévoyante. Comme d'autres, cette dame devra se payer un hôtel qui lui sera plus tard remboursé. 300 cheminots étaient mobilisés toute la nuit pour accompagner les voyageurs. Puis vers 21h, un premier TGV arrive de Lorient. Des repas sont distribués, les taxis mobilisés, mais pas sûr que cela suffise. C'est pas la première fois, ça fait 4 fois dans l'année que je change de train, alors j'en ai ras le bol. Hier, dans l'Ouest, 3 TGV sur 10 étaient à l'arrêt. La SNCF promet de prendre en charge l'intégralité des frais générés par ces retards. Alors, la question peut être compliquée, en tout cas pour une réponse courte, mais effectivement, il s'est passé ça à Montparnasse hier. On se souvient que la semaine dernière, à Saint-Lazare, il y a eu une grande panne également. Ça s'est passé aussi à Marseille il y a quelques jours. Et encore, ça arrive régulièrement. Il est où le problème ? Il est assez souvent dans la vétusté des infrastructures. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs à Montparnasse, qui a été restructurée. D'abord, la gare n'est pas si vieille que ça. Elle a été restructurée en grande partie avec l'arrivée du TGV. C'est un bug informatique sur des travaux de modernisation d'un aiguillage. Voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous avez des aiguillages qui sont assez anciens, comme les aiguillages qui étaient concernés, qui ont plus de 30 ans, vous ne pouvez pas faire d'essai à blanc par l'informatique, vous êtes obligé de faire des essais en situation. Là, ils ont fait un essai qui a tenu 10 minutes avec des vrais gens, et évidemment, ça a tourné à la catastrophe. Évidemment. Là, on en est juste à l'heure du constat. Pour vous, il est où le problème? Multiple. Disons que... Vous avez 2 heures. Non, on sait que le réseau a besoin d'être régénéré et qu'il faut y faire beaucoup d'investissements. Les gouvernements successifs ont été lents à réagir. Il a fallu l'audit de l'École polytechnique de Lausanne. Il a fallu donc pas mal d'années avant que la machine se mette en marche. On est parti de 800 millions il y a quelques années de travaux. On en est presque 3 milliards. Donc la montée en puissance est réelle. Simplement, les travaux, ça prend du temps, ça s'organise. Et maintenant, il faut faire les travaux en maintenant les circulations, ce qui est encore plus difficile. Et en augmentant le volume de circulation pour trouver des sous. Voilà, en tout cas, le constat. Ça dépend. Ça se discute sur les principales lignes, oui. Sur les autres, on a plutôt tendance à être malthusien. Voilà le constat. Donc, un peu compliqué, effectivement. Il y a beaucoup de choses en jeu et qui se jouent en parallèle. En tout cas, la ministre des Transports a trouvé la situation inadmissible, a convoqué donc le patron de la SNCF Réseau ce matin au ministère des Transports. Et l'une de nos journalistes y était pour nous dire comment ça s'est passé. Anne-Chloé Baudet, précisément, était donc au ministère des Transports ce matin. Bonjour Anne-Chloé. Bonjour Magali, bonjour à tous. Comment ça s'est passé ? Alors, comment ça s'est passé? Ça a été assez rapide pour nous en tant que journalistes. On est arrivé parce qu'on était évidemment plusieurs médias devant le ministère des Transports aux alentours de 8h30, réunion prévue à 9h. 9h, 9h05, 9h10. Toujours personne, en tout cas, passe devant nous. On nous promet qu'il n'y a qu'une entrée et que c'est par là, et finalement personne. Et puis je contacte le service de presse à 9h30. Je leur demande, bon alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la réunion est bien en cours? Oui, la réunion est bien en cours. Monsieur Jeantet est ici avec la ministre des Transports. La réunion donc se passe. Je leur demande de nous prévenir à la fin. Finalement, 10h10, on a un appel, c'est terminé. Et un communiqué est en cours d'envoi.
On a donc attendu, on l'a jamais vu ressortir non plus. Donc tout ça en catimini, finalement. Tout ça en catimini. On a bien senti, en tout cas. Vous avez subi les difficultés de communication en période de crise. Voilà, c'est ça. Communication autant du ministère que du côté de la SNCF, c'était très compliqué. On n'a pas vu Patrick Jeantet, en tout cas du tout de la matinée. Et finalement, on a eu ce communiqué aux alentours de 10h15, nous précisant bien qu'il n'y aurait aucune prise de parole de la ministre. Alors c'est ça, parce qu'elle reste silencieuse. On est d'accord, Elisabeth Borne se tweet hier, et puis rien sinon. Exactement. Silence radio, autant d'ailleurs du côté du ministère, puisqu'on nous l'a vraiment dit, c'est pas de prise de parole de la ministre. Vous vous en tenez au communiqué qui a été envoyé. Et du côté de la SNCF, pareil, puisque moi après je suis partie à la gare Montparnasse. Et là-bas, impossible non plus d'avoir quelqu'un. Tous les porte-paroles étaient soi-disant occupés. Alors occupés, je ne sais pas où, parce qu'on les a pas beaucoup vus, notamment sur les plateaux télé. Mais voilà, on nous disait maintenant c'est revenu à la normale. Donc on arrête de parler. On arrête de parler. Et c'était le cas quand vous étiez à Montparnasse tout à l'heure ? C'était le cas exactement à Montparnasse. On a vu quelques gilets rouges, mais c'est la SNCF Assistance qui, pour nous, ne peuvent pas nous renseigner. Mais quand j'ai appelé vraiment sur place en disant je suis là-bas, je suis sur place, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour nous expliquer même la suite ? Personne, silence radio. Silence radio. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? C'est normal qu'une ministre des Transports en période comme ça, un peu tendue ? C'est un peu curieux. Elisabeth Borne, ministre des Transports, on l'a très très peu entendue depuis son arrivée au ministère. Et franchement, s'il y avait un moment où elle pouvait s'exprimer, prendre un petit peu la parole, pas forcément faire des grandes déclarations sur les réformes à venir, mais notamment hier soir, elle était à la gare Montparnasse, on a eu juste un tweet. Elle aurait pu faire ce qu'on appelle un son dans le jargon journalistique, 2-3 mots. On va voir si dans les heures ou les jours qui viennent, elle s'exprime, mais quand même, parce qu'on va le dire, critiquer la SNCF, c'est bien, mais c'est un peu facile, parce que la SNCF, c'est l'État. Et donc, c'est à l'État, maintenant, de parler, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, ce qu'il n'a pas fait sur ce dossier depuis 30 ans. 30 ans. Alors, on va revenir sur l'État, mais quand même, écoutez ce que dit le communiqué. Vous allez nous dire si vous êtes satisfait afin d'en tirer toutes les conséquences. Donc, de l'incident d'hier, la ministre a demandé à Patrick Jeantet de lui présenter d'ici la fin de la semaine une nouvelle organisation et un nouveau management de la gestion des grands travaux. Est-ce que ça vous satisfait ? Oui et non. Oui, parce qu'il y a une nécessité de réformer la maison SNCF Réseau. Pendant 20 à 30 ans, ça a été évoqué, qu'il s'agisse d'RFF ou des SNCF Réseau. Ils ont fait des travaux en France de développement, de création de nouvelles lignes, mais pas de travaux de régénération. Et c'est certain que d'un seul coup, on passe à 3 milliards de régénération à l'échelle nationale. Et donc forcément, de rénovation. Et donc forcément, il faut se remettre dans des processus industriels qu'ils ont perdus. Il faut sans doute regagner en compétences, il faut regagner en productivité. Et donc, de ce point de vue-là, le message envoyé par la ministre est juste. Mais enfin, en même temps, c'est un exercice un peu schizophrène. C'est l'État qui est actionnaire des SNCF Réseau. C'est 47 milliards de dettes quand même. C'est 1,5 milliard de dettes complémentaires cette année. Chaque année, 1,5 milliard de dettes chaque année. Ça tombe chaque année. Et donc la question, c'est comment l'État gère SNCF Réseau et qu'est-ce que l'État veut faire de réseau. Donc en effet, l'exercice de la ministre, en l'occurrence, est un petit peu délicat. Délicat. Bruno Gazeau ? Moi, ça ne me satisfait pas totalement parce que les questions de robustesse du réseau sont connues. Il y a eu plusieurs audits et il n'y a pas très longtemps, il y a 5 mois, Pépi constituait un groupe de 5 experts, 4 qui étaient très spécialistes des techniques ferroviaires et puis le président de la FNOT qui était chargé de parler de l'information voyageur. Enfin, c'est le sujet que j'ai introduit, l'information voyageur, et le coût de la non-robustesse. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, à l'issue de cette étude, c'est que si on investit 3 milliards sur le réseau, le coût de la non-robustesse pour les usagers, c'est 1,5 milliard. Le coût des retards et de toutes les difficultés que rencontrent les usagers, 1,5 milliard. Donc ça quand même, 1,5 milliard rapporté à 3 milliards, ça mérite quand même qu'on investisse un petit peu pour réduire les nuisances pour les usagers, à tout le moins. Mais alors ce qui est mis en cause quand même à chaque fois, ce sont les travaux notamment de modernisation. Alors si on se souvient de juillet dernier, quand il y a eu cette panne qui a paralysé Montparnasse, on se souvient très bien d'Édouard Philippe au sein de l'hémicycle qui avait exigé un rapport qui avait mis en cause que c'était la LGV, les travaux de la LGV. À l'époque, le gouvernement avait dit, certes, très bien les travaux de la LGV, mais il ne faut pas que vos travaux de modernisation de la SNCF impactent en fait sur le réseau déjà existant. Et là, on est quand même un petit peu dans la même chose, puisque si on les écoute, c'est un bug. Alors, informatique, certes, mais qui est dû aux travaux d'agrandissement. Ils nous parlent sur Montparnasse. Ce que vous dites est intéressant sur ce que l'on a à vivre dans les prochaines années. Les 3 ou 4 derniers gros événements qu'on a eu sur les transports ne sont plus liés à l'obsolescence du réseau, mais sont liés à des travaux. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel dimensionnement de travaux, mais que l'on va vivre pendant 10 ou 15 ans, parce que c'est nécessaire, parce que les usagers les ont demandé, qu'on va être maintenant systématiquement en risque
puisqu'on fait rouler en même temps des trains avec des usagers. Est-ce que c'est mais évidemment, cette LGV, c'est ce qu'on se demande. Voilà. Si ça ne fonctionne pas déjà... La question, c'est la LGV. Mais en même temps, sur la question du Grand Paris Express, dont on a besoin ici en région parisienne, les travaux qui ont percé le tunnel du RER A il y a quelques semaines, c'était pas la LGV, c'était des travaux nécessaires et franciliens. Donc ça veut dire que la question de l'appréhension des travaux, de la protection des chantiers, de la gestion de crise quand il y a des problèmes, parce qu'il y aura des problèmes. Enfin, quand vous refaites votre salon, vous avez de la poussière dans toutes les pièces. Donc c'est normal quand on réorganise un tel réseau avec une telle densité qu'on est voilà. Mais il va falloir l'accompagner et il faut surtout voilà, c'est ça. En fait, l'information voyageur doit être la priorité absolue. Il faut aussi que la SNCF se transforme parce que, si vous voulez, c'est une maison d'ingénieurs. Et puis pendant longtemps, on a dit il y a trop d'ingénieurs et ils sont trop présents, il faut faire émerger le commerce. Maintenant, ils en manquent considérablement. Aujourd'hui, on se rend compte que dans un métier qui est un métier d'industriel, parce que faire tourner des trains, c'est un métier d'industriel, il faut des processus industriels, il faut préparer les trains, il faut y mettre un contrôleur, il faut y mettre un conducteur, il faut que la rame soit amenée à temps. Donc il y a tout un processus pour ce qu'on appelle le produit train, pour faire rouler les trains, qui est très important. Et je dirais que dans l'information, c'est pareil. On traite l'information, on ne la traite pas comme un processus industriel. Donc on produit de l'information de façon très différenciée, avec des canaux qui remontent sans information, qui est totalement centralisée et validée. Ensuite, elle est diffusée par différents canaux, sans être unifiée. Donc, si vous voulez, il faut vraiment mettre des processus industriels dans la gestion de la maison. Et donc, pour ça, elle a besoin quand même de se transformer. Mais alors, pour parler autrement, parce qu'effectivement, Anne-Chloé parlait de la LGV, la ligne à très grande vitesse, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Paris-Rennes à 1h30 quand on connaît la vétusté de certaines lignes intercités? Sincèrement. Mais je vais vous dire juste un mot, c'est justement le sujet. Et on a eu une réponse l'été dernier, puisque Emmanuel Macron et le gouvernement ont confirmé ce qui se disait dans les années 2015-2016. La France abandonne désormais la construction de nouvelles lignes TGV, sans vraiment le dire. Par exemple, je prends un exemple, le Bordeaux-Toulouse. Ça fait des années qu'ils attendent la ligne TGV. Elle a été reportée après 2030. En gros, elle ne sera pas. Et aujourd'hui, la priorité du gouvernement, c'est de rénover le réseau existant en abandonnant des nouvelles lignes parce qu'on n'a plus les moyens d'avoir de nouvelles lignes. Attention à ce discours-là qui est confronté à deux réalités. La première réalité, c'est que la plupart des projets qui sont décalés ne sont pas financés. Et donc, il ne faut pas croire qu'il y a des vases communicants. On ne va pas faire croire aux franciliens qui sont saturés dans leur transport aujourd'hui, qui souffrent tous les jours, que parce qu'on ne ferait pas une ligne de TGV ou de LGV qui aurait dû être faite dans les années 30, d'un seul coup, on aurait plus d'argent pour rénover l'existant. Ah non, c'est pas automatique, puisque ces projets-là, pour la plupart, ne sont pas encore financés. Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est intéressant, dans ce discours du gouvernement, et on attend évidemment la fin des assises et les conclusions, de nous dire on va prioriser le quotidien. Très bien, mais enfin, si c'est en annulant des travaux qui aujourd'hui ne sont pas financés, je ne suis pas certain qu'on les réinjecte dans le quotidien. Et par ailleurs, attention, le quotidien aujourd'hui, il est déjà saturé de travaux. C'est pas parce qu'on aurait plus d'argent qu'on pourrait faire aujourd'hui plus de travaux. Ah bah alors, il manque quoi alors? Si c'est pas un problème d'argent et de financement. Il manque aujourd'hui beaucoup plus de matière grise, de capacité à faire, de processus, ça a été très bien dit par Bruno, de processus industriels pour être capable de mieux coordonner et de mieux gérer les travaux. C'est ça dont on manque aujourd'hui. Il faut que le gouvernement entende que oui, il y a la priorité au transport du quotidien. On est tous favorables à ça. C'est une évidence. Mais ça ne peut pas se faire à budget constant. Il y a des besoins du Grand Paris, on en a parlé. Il y a des besoins du Grand Lyon, du Grand Marseille, du Grand Toulouse, du Grand Bordeaux. Toutes les premières couronnes sont mal desservies. Et c'est quand même le ferroviaire qui organise l'architecture des mobilités. Parce qu'on peut rabattre sur le ferroviaire, mais on ne peut pas substituer au ferroviaire des nouvelles mobilités. Elles ne sont pas assez capacitaires. Donc voilà, il faut que le ferroviaire soit l'architecture des mobilités et qu'on y accroche des variantes en nouvelles mobilités, en covoiturage, pour les dessertes de bout de ligne, etc. Mais il faut vraiment que le ferroviaire, dans toutes ces zones urbaines, soit développé. J'ajoute un point très important, c'est que nos métropoles sont en compétition au niveau européen. Et il n'y a pas de bonne compétition. Enfin, pour être bien compétitive, il faut qu'elles aient des bons réseaux de transport en commun, parce qu'il faut que leur marché de l'emploi soit compétitif, il faut que leur marché de la formation soit organisé, et on a donc besoin des transports publics. Mais est-ce qu'on a des bons transports publics d'après vous? Quand vous parlez de... Oui, on a des bons transports publics, bien sûr, on n'a pas à en rougir, simplement il faut suivre l'évolution de la demande. Les grandes métropoles du monde nous envient notre réseau de transport. Je pense qu'il ne faut pas se tromper entre les difficultés de sursaturation que nous avons en heure de pointe et le réseau de transport, infrastructure que nous avons en Île-de-France, qui le reste du temps marche plutôt
plutôt bien. On a une problématique de gestion de l'heure de pointe. Ça va évidemment avec de la régénération et donc de la rénovation. Ça va, et tu as parfaitement raison, avec de la création de lignes nouvelles, le Grand Paris Express. On ne peut pas ignorer ce besoin de lignes nouvelles. Ça va aussi sur un travail sur les nouvelles mobilités, une meilleure utilisation d'infrastructures routières avec les nouvelles voitures propres, par exemple. Enfin, il faut mieux utiliser la route. Il faut aussi peut-être mieux utiliser et avoir un petit peu de courage. Je m'adresse aux entreprises. On avait un forum ce matin, mais aussi aux grandes administrations sur la question du lissage des heures de pointe aussi. Enfin, on a tout un tas de sujets. Alors, lissage des heures de pointe, ça veut dire revoir aussi toute la société. C'est-à-dire que peut-être ne en même temps, favoriser le télétravail. On nous dit que la structure salariale, que l'emploi en entreprise va évoluer dans les années qui vont. Je veux dire, à l'aune des milliards que l'on injecte dans les transports publics sur les 20 ou 30 ans, ça vaut le coup de se poser ces questions-là. Juste sur le constat. Le constat, à l'heure à laquelle on parle, il est mauvais. Peut-être qu'on a un beau réseau de transport, mais il est mauvais. On a un groupe SNCF, 46 milliards d'euros de dette, 1,5 milliard d'euros de dette par an. On ne peut pas continuer comme ça. La question, c'est de savoir si l'État va accepter de reprendre une partie de la dette. Si on continue comme ça, le groupe SNCF ne passera pas les 10-20 ans à venir. On est d'accord ? Bon, donc, attendez, je finis. Si jamais le groupe SNCF, l'État c'est nous, c'est les Français, reprend une partie de la dette, il va falloir que le groupe SNCF se réforme et fasse des efforts. On en dira un mot, réforme des régimes spéciaux et autres. Mais sur l'existant, on a des clients peu satisfaits, des billets TGV qui sont chers. Les retards sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'il y a 5 ans, quand on regarde les chiffres de la SNCF sur les TGV. Donc le constat aujourd'hui, il est mauvais. Oui, enfin, il est même, il est encore plus mauvais que cela. Voilà, vous avez cité les clients. C'est-à-dire que la SNCF considère que celles et ceux qui prennent le TGV sont des clients. D'ailleurs, ils annoncent en moins de 2 heures hier qu'ils vont être remboursés. Ceux de l'Île-de-France, on les appelle des usagers. Et il faut se battre avec les opérateurs pour qu'ils remboursent lorsqu'il y a des dysfonctionnements. J'aimerais bien qu'on l'entende, la différence de la part de la SNCF. Les usagers des transports en Île-de-France sont également des clients qui méritent aussi que l'on s'occupe d'eux, que l'on ait toutes les prévenances comme celles qu'on a pu avoir hier, en permettant à tout le monde de se faire rembourser son billet très rapidement. Je le dis, puisque sur l'indemnisation qui a été annoncée par Valérie Pécresse sur le RER A et le RER B, c'est nous, Île-de-France Mobilité, qui allons nous en acquitter parce que les opérateurs l'ont refusé. C'est quand même intéressant comme distinction. Vous parlez de la gestion de crise, on se demande effectivement s'il n'y a pas un problème de communication. Regardez ce qu'on l'a trouvé sur Twitter. Bonjour SNCF, pouvez-vous arrêter de nous polluer avec vos tweets de jeux concours ou de marketing quand des milliers de gens sont bloqués dans les trains ou à Montparnasse? Où sont vos priorités, la communication ou l'information voyageurs? Effectivement, comment est-ce que c'est possible quand on a une pagaille comme celle-ci? Anne-Chloé, vous l'avez vu encore ce matin, il y a eu encore des retards dans la matinée. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça, vous en avez parlé, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, Patrick Jeantel l'a reconnu ce matin sur les ondes, avant d'aller justement au ministère des Transports. Il a dit, on a eu un problème sur l'information aux voyageurs, on n'était pas à la hauteur. Et en effet, on se dit qu'ils ne sont jamais à la hauteur, parce que même en tant d'ailleurs que usager ou cliente, quand je prends le train, quand il y a un problème, et en effet, ça arrive, les retards autres, on ne voit jamais un contrôleur dans le train. Et là, ce matin, les gilets rouges étaient là, mais alors franchement, il fallait quand même les chercher. Et on a vu justement des situations complexes parce que des usagers, des clients de la SNCF en colère qui ne savaient pas ce matin d'un coup, vers 9 ou 10 heures, il y avait des trains qui avaient 2-3 heures de retard et ces gilets rouges ne savaient pas donner d'informations aux voyageurs. Et c'est là où il y a eu des tensions, voilà, où c'est monté. Donc c'est là où on se dit quand même, il y a toujours un problème. Et pourtant, ça arrive en effet souvent. Mais on se demande en effet qu'est-ce qui se passe à chaque fois, où est-ce que ça bloque? Parce que maintenant on reçoit des textos aujourd'hui pour nous dire que notre train a du retard. Des applis aussi. Donc on sait que finalement l'information elle est là et qu'elle peut se donner. Mais pourtant, c'est pas sur normal. Place, elle n'est pas là. Comme s'il y avait une question de ne pas assumer un peu. Mais en 2017, c'est quand même pas normal que la SNCF n'ait pas de système d'information qui soit au point. Alors, ils le promettent pour 2018, ce que je dis. D'accord, mais ça, non, c'est pas. Oui, mais bon. Ce que je vous dis, je pense que c'est vrai d'ailleurs. On prend un exemple concret. Regardez les applis. L'appli Transilien. Vous prenez un train, vous avez toujours le même, le RER, n'importe. Là, vous regardez avant de partir. Ah non, il est supprimé, travaux. Donc voilà, vous déroutez. Pourquoi la SNCF, ça ne marche pas, cette appli? Voilà. Donc voilà, embarrassé. Sur l'information, non, mais pour le coup, on n'a pas à être embarrassé à la place de la SNCF, mais c'est vrai qu'ils ont un problème de gestion, de priorisation de ce que doit être la construction de l'information voyageur. Tout le monde se marrait quand avec Valérie Pécresse, on disait il faut le Wi-Fi, la 4G et la 3G partout dans les couloirs de métro et dans les trains. C'est parce qu'on se rend bien compte que c'est sur cet outil-là qu'il va falloir demain et plus sur des panneaux. Vous arrivez à Gare de Lyon, vous avez trois générations de panneaux sur certains quais de RER.
3 générations de panneaux qui parfois n'ont pas la même information non, parce que en simultané. Il y a plusieurs canaux de distribution qui ne sont pas faits par une couche logicielle. Mais on voit en Ile-de-France ou ailleurs d'ailleurs des choses très intéressantes. On commence à voir des espèces de réseaux sociaux entre les conducteurs de train, les chefs de gare et les associations d'usagers. Pourquoi la SNCF, elle n'encourage pas ça? Parce que l'information, elle n'est pas que descendante ou montante. Oui. Aujourd'hui, elle est aussi horizontale. Donc il faut que les gens se parlent, construisent leur réseau, et ça enrichit l'information. Fonctionnement par Twitter. Enfin, il y a une génération qui n'utilise pas non plus forcément aussi le téléphone pour s'informer. L'idée, c'est quand même d'être là sur place quand on est à la gare et qu'on n'a plus de train. On s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un quand même de la SNCF qui soit là. Finalement, c'est un peu ça, ce que les gens, ça les crispe aussi sur place. Il faut centraliser l'information pour la distribuer de façon centralisée et après vérification, ça c'est clair. Et après, il faut des gens sur le terrain qui rassurent. Il faut arrêter de supprimer des gens sur le terrain, ça c'est pas possible. Alors regardez, en Ile-de-France comme ailleurs. Une information d'information, parce que sur les quais, on peut avoir une information de la gare et une information de la direction de ligne. C'est aussi pour ça que parfois on a des informations contradictoires sur le quai, à laquelle s'ajoute une troisième information qui est celle du personnel humanisé qu'on a sur le quai. Donc, alors regardez le budget de la com quand même de la SNCF. Alors ça c'est selon la Cour des comptes en 2013, 210 millions d'euros par an. Alors d'où les fameuses... Oui, mais vous l'avez appelé convenablement, c'est le budget communication. Nous on demande un budget information. Non mais c'est ça, mais alors sur ce budget, alors, la SNCF assure que depuis il y a des réductions qui ont été faites, quand même c'est colossal. Mais il faut pas... Alors, c'est que le cocktail du mois de juillet avait beaucoup fait parler, l'inauguration. 3 millions d'euros. On a beaucoup parlé de modèle économique de la SNCF et de ses difficultés, de sa dette, etc. Il faut quand même remettre les choses en face. L'État ne respecte pas l'équité entre les modes. Et il faut que les modes soient complémentaires. Mais si vous voulez, vous ne payez pas votre sillon ou votre autoroute quand vous êtes provins à Paris, mais vous payez votre sillon ferroviaire. Bon, ça ne va pas. C'est-à-dire on paye son sillon. On ne paye pas sa route. Oui. Alors qu'on paye son sillon ferroviaire. Mais pourquoi il y a un problème d'équité. Nous, on vient de faire une étude comme quoi les avantages cachés octroyés à Blablacar sont de l'ordre de 260 millions. C'est le déficit des intercités. Ça pose quand même un petit problème. Il faut remettre les choses en face. Donc moi, je crois la notion d'équité entre les modes est très importante. Si on veut avoir des transports, une mobilité qui soit organisée et en même temps un minimum de concurrence entre les opérateurs pour que la qualité de service existe. Mais ça, voilà, c'est à l'État stratège de l'organiser. Entre nous, on le voit, la ponctualité qui ne cesse de baisser sur les TGV. Comment est-ce que c'est possible que ça aille dans ce sens-là et non pas au sens inverse? C'est pire sur les TER. C'est pire sur les TER. Ah oui, on parle des chiffres de l'Île-de-France et des transports du quotidien. Ceux qui se connaissent bien au quotidien. Ouais. Mais je rappelle que tous les jours, il y a 70% des usagers du train en France qui sont les usagers du quotidien en Île-de-France. 70%. Donc ça se concentre 30% seulement sur le reste du réseau ferroviaire national. Pourquoi cette courbe dans ce sens-là? Comment c'est possible? Alors l'une des explications que nous donne la SNCF, qui est pour le coup entendable d'un point de vue empirique sur le réseau francilien, beaucoup moins sur le TGV, c'est que quand vous augmentez de 2 à 3% par an le nombre d'usagers, vous baissez de 0,1, 0,2 points la ponctualité. Donc c'est le volume. Voilà, donc plus le volume grossit, plus vous avez du mal à contenir la ponctualité. Mais c'est valable sur un réseau ultra dense comme celui de l'Île-de-France en heure de pointe, ça l'est quand même plus difficilement sur le réseau TGV. Ou sur les réseaux TER de province. Si je vous demande de définir le train, pour vous c'est quoi aujourd'hui en France? Le train, c'est sécurisant. C'est sécurisant. Ce qu'on attend du train, c'est fiabilité et ponctualité. Est-ce que c'est rassurant? C'est rassurant. Ça marche, c'est rassurant. Fiabilité et ponctualité, c'est ça? Moi, ma définition, et je ne sais pas si le terme est très joli, mais c'est le mass transit. Parce que tous les technos appellent ça le mass transit et en même temps ça commence à vouloir dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on masse les gens dedans. C'est-à-dire que c'est le moyen de transport où on entasse. Il y a le côté positif, on construit, je le rappelle, le schéma directeur de la région Île-de-France nous invite à construire 70 000 logements par an dans les secteurs gares et dans les centres-villes en Île-de-France. À peu près 200 000 habitants nouveaux par an, donc on va continuer à entasser. Donc c'est pour ça que la question d'ouverture sur l'ensemble des mobilités est un sujet extrêmement important. Il faut qu'elle soit organisée et complémentaire. Juste un mot, quand vous dites le train, c'est sécurisant, l'ancien PDG de SNCF Réseau, M. Rapoport, en 2016, qui, juste avant de quitter ses fonctions, s'était lâché devant les sénateurs lors d'une commission. Parce qu'il allait prendre sa retraite, et c'est l'actuel, M. Jeantet, qui a pris sa suite. Et d'ailleurs, on n'arrivait pas à trouver le poste de PDG de SNCF Réseau est tellement casse-gueule, on le voit, il y a tellement de coups à prendre que personne ne voulait ce poste. Finalement, c'est... Pas seulement, il engage aussi la responsabilité. Exactement. Et M. Jeantet, du coup, l'est aujourd'hui. Et M. Rapoport, l'ancien PDG, M. Rapoport, s'était lâché devant les sénateurs et des journalistes avaient fait leur travail. Et M. Rapoport avait dit devant les sénateurs,
que plus de 30% du réseau ferré français était vétuste, et il disait que le patrimoine de voies ferrées français était en état de danger national. Enfin, les voies sont inégalement circulées, donc il faut quand même... Raison gardée ? Oui, remettre un petit peu de... Il y a eu un gros effort sur la sécurité qui a été fait après Brétigny. Le ministre s'y était attaché, il y a des plans qui ont été faits, un suivi mensuel, même enfin, trimestriel ou semestriel très important. Je crois que sur la sécurité, la SNCF a pris conscience qu'il y avait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, sur la fiabilité, elle a conscience qu'il y a un égal problème. Et il faut rendre le train fiable. C'est ça que les gens veulent, ils ne demandent pas non plus des miracles. Ouais. Il n'y a rien de pire pour un usager que l'incertain. Voilà. L'incertain, c'est... Là, c'est peut-être pas en effet le sécurité, c'est le côté fiable. Moi, ce que j'ai aussi entendu, notamment ce matin de la part des usagers, c'est on paye cher pour des billets de train, souvent quand même cher. On aimerait derrière avoir un service qui vaille le coup. C'est-à-dire qu'on ne paye pas 15 € un billet de train. Là, on pourrait entendre qu'à la limite, on n'ait personne qui vienne nous parler quand il y a un problème. Mais vu les prix quand même des billets de train, on s'attend derrière à avoir un service à la hauteur de ce qu'on paye. En fait, c'est vraiment aussi ça, moi, que j'ai beaucoup entendu ce matin. C'est vrai que sur le côté sécurité, sécurisant... Pour placer mon petit couplet. Non, mais le côté sécurité, je ne veux pas alarmer, mais quand on a cette question... Une partie des circulations ferroviaires relève de ce qu'on appelle des délégations de services publics, enfin, ou de contrats. Hein. Eh bien, dans le cahier des charges de ces contrats, les usagers ne sont jamais consultés, ni sur le contenu du cahier des charges, c'est-à-dire c'est quoi les fréquences, c'est quoi la qualité de service, c'est quoi les bonus-malus sur les retards, ne sont pas consultés. Et ne sont pas d'ailleurs consultés après pour dire comment a été exécuté le service. Bon, voilà une proposition de loi qui va bientôt arriver, et voilà quelques amendements qu'on pourrait placer utilement dans les assises de la mobilité, de loi, parce qu'évidemment, l'État est actionnaire majoritaire de la SNCF. N'oublions pas son rôle dans tout ce qui se passe en ce moment sur le réseau ferroviaire français. Corinne Lepage l'a rappelé ce matin dans La République LCI. Le rôle de l'État vis-à-vis de la SNCF est quand même quelque chose aussi qu'on peut interpeller. Ouais. On nous dit qu'il faut développer le train par rapport à la voiture. Bah, ok, sauf qu'on n'arrête pas de fermer des gares, qu'on n'arrête pas de supprimer des rails, qu'on n'arrête pas de réduire la part du fret. Donc il y a quand même des choix de l'État dans tout ça. Bien sûr. Oui, il y a des choix de l'État dans tout ça, bien sûr. C'est ce que je disais. Déjà, dans l'équité entre les modes, rétablirait un équilibre au profit du rail. Parce qu'il est le seul à payer l'intégralité de ses coûts. Alors après, c'est vrai que les transports publics sont déficitaires, mais les autres mobilités sont défiscalisées. Alors, il faut regarder les choses en face. Les uns sont subventionnés, les autres défiscalisés. Il faut quand même remettre un petit peu de... Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État ne prend pas à bras-le-corps ce problème-là ? Quand Renault parle de 46 milliards d'euros de dette, effectivement, on a l'impression que l'État laisse filer cette dette et ne s'en préoccupe pas. Est-ce que c'est qu'une impression ou est-ce que c'est la réalité ? Juste un mot pour comprendre. Juste un mot pour comprendre. Quand vous dites l'équité des modes, c'est-à-dire qu'en gros, l'État désavantage le rail et la SNCF par rapport, depuis quelques années, par rapport à la route. Et là, vous avez raison. Et quand on voit effectivement le sujet de l'État et la SNCF, critiquer la SNCF, c'est bien, mais l'État, effectivement, est en partie responsable parce que le TGV est de moins en moins rentable depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que l'État, notamment, ponctionne une partie des recettes du TGV pour financer toutes les autres voies et le réseau ferré français. Par les péages, vous le savez bien. Aujourd'hui, les péages... Pas que ceux du TGV. Non, mais par exemple, juste sur le TGV... Les notes de chaque train. Hein. Sur le TGV, les péages, quand un TGV passe, il paie un péage. Ça représente 40% du prix de notre billet de TGV. Mais il y a l'argent toucher de quai aussi, alors que les autres modes ne payent pas de toucher de quai quand ils arrivent en gare. Et l'argent de ces péages... l'équité entre les modes, c'est ça. Et du coup, l'argent de ces péages, l'argent de cet argent du TGV sert à financer le réseau existant. Donc, quelque part, c'est un cercle vicieux pour la SNCF. Et très souvent... Parce que, je voudrais expliquer ça, une partie de la dette serait qualifiée de maastrichtienne si elle n'était pas couverte par des recettes. Donc, pour qu'elle ne soit pas maastrichtienne, il faut des recettes. Pour qu'il y ait des recettes, on augmente le prix des sillons. Et ça devient intenable pour le réseau, pour le système ferroviaire. Mais ça peut pas durer donc comme il faut traiter la dette. Autorités organisatrices. Il faut traiter la dette. Donc il faut traiter la dette. Et il faut que l'État prenne ses responsabilités. Au moins pour la partie de la dette qui a financé les infrastructures. Donc ça veut dire que là, on est au pied du mur. Il va falloir que cette dette, on s'en occupe réellement. C'est tout ce que le système de financement des transports publics en France est à bout de souffle. Il va falloir le réinventer. J'ai peur, malheureusement, que de ce point de vue-là, les assises de la mobilité accouchent d'une souris. Mais il va falloir qu'un jour, on ait conscience qu'il faille lancer ce débat-là. Mais après, avec toutes les questions sociales que ça pose dans les grandes entités... le gouvernement a donné un signal cet été. Attendez, le gouvernement a donné un signal. Ça a été démenti. Mais Emmanuel Macron a laissé entendre l'été dernier
souvenez, dans une revue de cheminots, une revue de cheminots, attendez, une revue de cheminots, pour les téléspectateurs, devant une revue de cheminots, en gros, Emmanuel Macron et le gouvernement proposeraient dès 2018 ou début 2019 une sorte de donnant-donnant, c'est-à-dire l'État accepte enfin de reprendre une partie de la dette de 46 milliards d'euros de la SNCF, sinon on ne s'en sortira pas et on ne pourra pas rénover le réseau. En échange d'une réforme notamment de ces fameux régimes spéciaux des cheminots de la SNCF qui fait qu'effectivement, eh bien, le régime spécial de la SNCF coûte plus cher et l'État est obligé de mettre de l'argent parce que ce n'est pas le même régime général que pour les privés. L'État qui, sous un autre gouvernement, a reculé il y a 1 an et demi en mettant très fortement en difficulté la productivité de la SNCF dans les années qui viennent. Sarkozy, il n'y a pas eu de recul non plus. Si, bien sûr, mais je parle de celui-là, ce qui était emblématique. La droite et la gauche ont reculé, la droite et la gauche, les républicains comme les socialistes. Il était assez emblématique du travail qui avait été fait, y compris par Guillaume Pepy, c'est-à-dire que la tête de SNCF avait compris qu'il fallait réformer. Pour une fois, pardon de le dire comme ça, mais avait fait le travail et s'était fait lâcher en race-campagne par le gouvernement au dernier moment. Les avantages des cheminots, on va juste les rappeler quelques-uns, mais effectivement, c'est un départ à la retraite entre 50 et 52 ans si vous êtes conducteur et pour un agent entre 55 et 57 ans, l'emploi à vie, d'accord, les billets gratuits, mais pas que pour vous-même, pour une famille élargie. Sans compter effectivement les rythmes de travail, les récupérations extrêmement importantes. Bon, ça soit, mais quand on est dans une situation un peu compliquée, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Et pourquoi les gouvernements reculent systématiquement? Je pense que lier le donnant-donnant, c'est-à-dire la dette et la réforme de la SNCF, c'est mal engager la négociation. Je crois que si on veut réformer... les syndicats ils sont très hostiles et c'est très difficile. Si on veut que les syndicats et le monde cheminot adhèrent à la réforme, il faut que l'entreprise SNCF soit pas une entreprise malthusienne et en décroissance. Il faut lui donner un avenir. Il faut qu'elle ait des perspectives de développement. Si elle n'en a pas, ce sera très difficile de réformer. Mais comment on peut ne pas avoir de perspectives? Il faut la réinsérer. Non, mais à un moment donné, on peut s'arrêter. Vous savez, quand une entreprise ne va pas bien, on peut s'arrêter et expliquer qu'il faut changer les choses. C'est vrai, mais... ça se passe comme ça, ça se passe comme ça dans la vie. Un jour ou l'autre, 2039 maximum, le mur de la mise en concurrence finira pas arriver. Donc voilà. La régulation va se faire là. Hein. Et 2039 à l'échelle du ferroviaire, c'est demain matin. C'est demain. Donc l'ouverture à la concurrence. Sur les opérateurs, pas sur le réseau lui-même, qui reste une affaire d'État. Oui, mais par DSP. Le réseau, c'est l'infrastructure, ça restera l'État quoi qu'il arrive. Vous savez, Par contre, la qualité de service qui est liée à la concurrence entre les opérateurs, cela peut s'améliorer par l'ouverture à la concurrence. Renaud ? Non, mais quand on discute avec des salariés de la SNCF et même des cheminots, ils vous disent qu'eux, ils ont déjà intégré le fait qu'ils pensent qu'il y aura une privatisation rampante dans les années qui viennent. C'est ce qu'ils disent. Ils disent... écoutez-moi, j'ai discuté... C'est quoi une privatisation? C'est-à-dire que... Non, mais par exemple... L'ouverture à la concurrence, c'est pas une privatisation. Non, mais... C'est que des opérateurs privés répondent à des délégations de services publics sur la base de cahiers des charges élaborés par l'État ou les collectivités. Non, mais quand on écoute... C'est pas de la privatisation. Quand on écoute le syndicat Sud... C'est une question de propriété du capital. Mais c'est pas de la privatisation. Quand on écoute les syndicalistes, il y a tellement aujourd'hui de sous-traitance. La SNCF a de plus en plus développé la sous-traitance pour faire des économies depuis quelques années. Et eux considèrent que la sous-traitance, c'est une forme de privatisation. Mais si l'État, enfin, ne prend pas ses responsabilités dans le dossier de la dette de la SNCF, qui, encore une fois, augmente d'1,5 milliard par an, et en contrepartie, ne soutient pas, et je suis d'accord avec vous, la direction de la SNCF, parce que depuis l'État, depuis 20 ou 30 ans, c'est le bal des hypocrites, c'est le bal des focus aussi de la SNCF. C'est le bal des focus, c'est-à-dire que l'État fait croire qu'elle soutient la direction de la SNCF, donc la direction de la SNCF met en place les réformes, et puis au dernier moment, tous les gouvernements ont reculé. Donc on attend de savoir si ce gouvernement va reculer ou non dans les mois qui viennent sur une réforme réelle pour la dette, l'état du réseau et le développement de cette entreprise. Stéphane Bonnet, vous demandez à voir. Rendez-vous est pris. Moi, j'attends ça. Ouais. Et privatisation, le mot a été dit. Ce serait une solution ou pas? Parce que certains le mettent en avant. Non, j'y crois absolument pas. Ce qu'on appelle l'ouverture à la concurrence, c'est pas une privatisation. Non, c'est faire déjà c'est un fait. Des services publics par des opérateurs privés qu'on met en concurrence après appel d'offres. Ça existe dans les transports urbains depuis 30 ans. Ça choque personne que le réseau de Lyon. Puis la sous-traitance, pardon, mais c'est y compris à réseau, hein, à SNCF Réseau, la sous-traitance, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut aussi quand même se souvenir qu'on a les travaux ferroviaires les plus chers d'Europe et les plus longs d'Europe. À cause de quoi ? Avoir un petit peu, à cause des spécifications techniques d'un seul opérateur qui est en position de monopole aussi et qui s'est enfermé dans ses propres contingences techniques. Donc il faut aussi remettre de l'air dans tout cela. Demain, on accueille les Jeux Olympiques, donc c'est en 2024. Oui. On est prêt à accueillir autant de monde ? On le sera sur les lignes qui sont prévues. C'est le débat que nous avions déjà eu ici même. C'est-à-dire que l'avantage de notre dossier, c'est qu'il était adossé à des lignes qui étaient prévues hors Jeux Olympiques. On est sur la partie non pas régénération, même s'il y en a, mais notamment développement des nouvelles lignes et extension des lignes existantes. Là, pour le coup, les calendriers, pour l'instant, se tiennent plutôt. Se tiennent. Donc on aura une belle image ?
J'espère. En même temps, c'est plutôt pas mal d'avoir un objectif et d'avoir une date butoir qui nous oblige à. Enfin, quand on voit les contingences qu'on vient d'évoquer pendant une demi-heure, il vaut mieux avoir des dates un peu coup près qui obligent tout le monde à se retrousser les manches. Oui, 2024, il faudra être prêt de toute façon. Cela dit, les Français et les usagers ne vont pas attendre. Les Français et les usagers ne veulent pas attendre les JO pour avoir un service, notamment au quotidien, qui soit à la hauteur. Hein. Effectivement. Parce qu'il y a ceux qui partent en week-end, mais il y a aussi tous les salariés, les étudiants qui prennent ces transports-là et qui souffrent souvent. On le voit beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Restez avec nous sur LCI, le journal. Tout de suite, Julien Domel. Vous retrouvez juste après Adrien Gindre pour le débat sur LCI.